Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale, je dois l'avouer, puisque comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie d'un invité, Mathieu Bouchant du Fortress Club. Alors Mathieu, avant de te laisser le temps de te présenter toi et ton projet, permets-moi de m'introduire. Donc, je m'appelle Deros Bakhtari, je suis passionné d'investissement et j'ai ma propre chaîne YouTube consacrée donc à l'investissement en bourse, sur laquelle je publie fréquemment des analyses techniques personnelles sur des actions françaises et américaines, ainsi que des vidéos plus générales sur les thématiques d'investissement comme la blockchain, les énergies renouvelables ou encore les biotech. Et donc récemment, je faisais des recherches sur une valeur, Navia, et je suis tombé sur le dossier d'investissement que tu as consacré donc à cette valeur et que tu as publié sur le Fortress Club. Alors Mathieu, est-ce que tu pourrais un peu nous présenter ton activité? Alors, tout d'abord, bonjour. Et puis, donc voilà, moi, je m'appelle Mathieu Beauchamp. Je travaille plusieurs années dans la finance. Et donc, récemment, en fait, il y a plus de 6 mois, en fait, j'ai créé une newsletter pour aider, on va dire, les personnes qui se lancent en bourse. Et en fait, dans lequel je parle d'entreprises, disons, d'opportunités d'investissement dans un format un petit peu long et généralement tout le temps, voilà, sous un angle fondamental. Et au passage, c'est pour ça que ton message m'a interpellé quand tu m'avais écrit, parce que j'aime bien en fait voilà, parler aussi avec des gens qui regardent pas de la même manière que moi les entreprises. Et comme toi, tu étais plus sur l'analyse technique, même si tu regardes aussi les fondamentaux. Et moi, je suis vraiment sur les fondamentaux et vraiment pas trop sur l'analyse technique. Je trouvais que voilà, ça aurait pu être intéressant de faire une petite vidéo et qu'on était complémentaires. Donc voilà, je suis ravi d'être ici. Eh bien, merci d'avoir accepté donc cette invitation. Et donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons donc parler de Navia. Et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, je vais donc brièvement la présenter. Par ailleurs, donc, comme Mathieu l'a dit, mon dada, c'est plutôt l'analyse technique. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'il y aura un moment pendant lequel j'analyserai en fait l'action Navia pour ceux qui sont donc intéressés par une entrée en position. Mais donc, avant toute chose, Navia, donc, c'est une entreprise française qui a été créée en 2014 et qui est donc spécialisée dans la conception et la construction de véhicules autonomes, électriques et robotisés. Donc, dans le cas de Navia, ce sont des navettes qui sont autonomes et électriques. Et l'entreprise a été introduite en bourse en juillet 2018 sur la place de Paris, avec actuellement une capitalisation boursière qui avoisine les 100 millions d'euros pour un chiffre d'affaires pardon, qui dépasse les 10 millions d'euros. L'entreprise Navia emploie près de 300 personnes, principalement des ingénieurs, et a réussi à vendre à ce jour un peu plus de 180 navettes dans plus de 20 pays. Par ailleurs, l'entreprise réalise actuellement ou a déjà réalisé pas moins de 200 expérimentations dans plusieurs pays différents. Donc, l'entreprise est vraiment en voie d'internationalisation. Elle a, par exemple, expérimenté déjà ses navettes en Australie, aux États-Unis, mais également aux Émirats arabes unis ou même en Allemagne. Donc, voilà pour la brève présentation de l'entreprise. Donc, Mathieu, est-ce que tu aurais des éléments à rajouter sur cette présentation de Navia? Mais également, est-ce que tu aurais des commentaires sur, de manière générale, son secteur, celui de la mobilité autonome? On sait que c'est un secteur qui est, disons, assez encombré, quand on voit que des acteurs comme les GAFA investissent massivement dedans, ou qu'il y a également des plus petits acteurs qui évoluent, notamment en France. Je pense à Gossin ou EasyMile. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? C'est des questions très pertinentes en fait. Je pense qu'il faut déjà reprendre un petit peu de base de ce que fait exactement en fait Navia et où est-ce qu'elle se situe par rapport aux autres acteurs du secteur. Et déjà pour comprendre Navia, il faut avant tout comprendre vraiment ce qu'elle fait. Alors aujourd'hui, elle fait des navettes et c'est vrai que c'est l'élément qui fait sourire, hein, c'est qu'un petit fabricant de navettes. En fait, dans la réalité, quand ils sont introduits en bourse, je fais un rapide historique, mais à l'origine, ils voulaient faire un taxi autonome et ils se sont rendus compte que ça allait coûter énormément d'argent. Au passage, et je vais parler un petit peu de la technologie, eux, ils sont sur la navette, ils sont sur la technologie autonome de niveau 4. Et tous les taxis autonomes, ce qu'ils ont tenté de faire au début de leur aventure, et en fait ce que font tous les grands Google, Amazon, Cruise, etc., tous les géants américains Uber ou récemment la boîte qui vient d'être achetée par Toyota Lyft, voilà, j'avais perdu le nom, Lift, ouais. pour près de 500 millions de dollars. Eux, ils sont sur la technologie autonome de niveau 5 et ça, c'est la technologie autonome qui fait vraiment tout de A à Z, qui vous déplace d'un point A à un point B. Vraiment, c'est à la carte. Alors que Navia, eux, ils ne sont pas sur cette technologie. Et il y a 5 niveaux de conduite autonome. Il y a le niveau, on va dire, de 1 à 3. Il y a le niveau 4 et il y a le niveau 5. Le niveau 5, c'est tous les géants du web. C'est ce qui coûte le plus cher et c'est pas pour rien que
Il n'y a que les grandes entreprises tech qui ont des milliards à investir qui sont sur ce créneau. Navia est sur la technologie 4, la technologie autonome de niveau 4. Pour faire simple, c'est aller d'un point A à un point B sur un sentier, sur un trajet qui est balisé, qui est sur une carte assez précise. On ne s'écarte pas trop de ce trajet. Voilà, ou alors, c'est soit sur un trajet vraiment précis quand vous êtes dans la circulation, par exemple en ville, soit c'est dans des environnements fermés, par exemple dans une usine, dans un aéroport. C'est des endroits qui sont cartographiés et dans lesquels le véhicule autonome peut se déplacer d'un point A à un point B. Ça, c'est la technologie de Navia. Et juste pour bien situer le truc, toutes les technologies de niveau autonome de 1 à 3, c'est ce qui existe déjà et qui est généralement sur le marché, sur les véhicules un petit peu haut de gamme. C'est l'assistante à la conduite, je ne sais pas moi, le respect des distances de sécurité, respect des limitations. C'est tout voilà, ce qui n'est pas de la technologie autonome, mais c'est des assistantes de conduite. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Navia, ils sont sur un segment très précis, la conduite autonome de niveau 4. Ils ne sont pas sur le niveau 5, ils ne sont pas sur les niveaux d'avant, ils sont vraiment que sur le niveau 4. Et le deuxième petit point, juste, on va dire d'entrée de jeu, c'est qu'aujourd'hui, on dit que c'est un constructeur de navettes. Mais en fait, c'est plus vrai parce que les navettes, c'est un bien industriel, c'est une voiture. Et aujourd'hui, ils sont en train de devenir un constructeur de logiciels, un fabricant de logiciels de conduite autonome. Et ils ont, en gros, ils se sont je ne sais pas s'ils ont vendu exactement, mais en tout cas, maintenant, ils font fabriquer les navettes par quelqu'un d'autre. Ils ne s'occupent plus, en gros, du hardware, ils s'occupent que du software. Et donc, Navia, c'est aujourd'hui une entreprise de logiciels de conduite autonome de niveau 4. C'est ça qu'il faut déjà retenir d'entrée de jeu. Et donc, plus qu'un constructeur de navettes, voilà, ils sont dans le secteur vraiment des logiciels. Peut-être sur ce segment, la Oui. mobilité autonome de niveau 4. Donc, on a vu, hein, on a fait la distinction niveau 5 avec les gros acteurs californiens, entre autres. Mais sur le niveau 4, on a, donc, je l'ai dit, hein, des acteurs français plus petits. Je pense par exemple à Gossin ou même à EasyMile, une startup toulousaine qui, il me semble, hein, elles sont sur le même segment, hein, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Alors, Gossin, on ne sait pas exactement parce que eux, ils sont plus sur les technologies, disons, dans des usines. Les vrais concurrents, les plus, ceux qui ont, disons qu'il y a eu en fait pas mal de compétitions de conduite autonome à Dubaï sur les présentations de Navia, vous les trouvez, où généralement en fait Navia d'ailleurs a été dans les premiers. Ouais. En fait, les vrais concurrents de Navia, oui, c'est plus des petites boîtes. Il y a EasyMile, c'est un Toulousain qui est exactement sur le même créneau. J'ai l'impression qu'ils font exactement sensiblement la même chose, pas avec les mêmes partenaires, mais ils font aussi un petit bus autonome. Ils sont aussi en partenariat avec Keolis en France, etc. Donc vraiment, c'est des petits concurrents. Navia, voilà, c'est sûr, n'est pas seul sur la technologie autonome du niveau 4. Il y a d'autres prétendants. Et en fait, il y a plein de nuances voilà, dans la conduite autonome qu'il faut connaître. Et au passage, Gossin, c'est une entreprise on entend souvent parler. Eux, je ne sais pas s'ils sont réellement présents dans la conduite autonome parce que leurs produits en conduite autonome, on les voit peu en application pour l'instant. Ils ont des produits qui paraissent autonomes et notamment dans un environnement d'usine. C'est leur créneau, hein, ils font des véhicules industriels et ils ont notamment une gamme qui s'appelle AGV, Gossin, c'est un petit point à part, mais et ça, c'est pas de la technologie autonome, c'est de la conduite automatique. Et en fait, c'est un truc encore autre chose de la conduite Oui. autonome. Bref, ils sont pas trop sur le même segment que Navia et qui est vraiment dans le faire des logiciels de conduite autonome de niveau 4 pour conduire un petit peu partout. Restons en tout cas sur donc, Navia, Ouais. voilà, dans le cadre de cette discussion. Hum, Donc le projet de Navia, comme tu nous l'as donc si bien présenté, semble vraiment très prometteur et hum. fera même rêver. Mais qu'en est-il concrètement en fait du marché que l'entreprise pourrait viser avec ses navettes, que ce soit en termes de chiffres, mais aussi en termes de niche, quel sous-secteur elle pourrait donc viser? Et est-ce que tu pourrais également nous parler de quelques partenariats récents Hum. signés par l'entreprise et de leur importance pour Navia. Alors, exactement. En fait, pour l'instant, ils sont dans le marché, disons, des navettes autonomes. Alors, les navettes autonomes, on pourrait parler très longtemps du marché de ces petites navettes. Pour l'instant, ces petites navettes qui transportent 6 personnes, 6 8 personnes. Autant vous dire, ça, c'est pas un immense marché. Je crois déjà, enfin là, ils ont vendu quoi, 180 navettes, ils font des expérimentations un peu partout dans le monde. Ce marché, il est estimé par Navia, je crois, à 50 000 unités, à un horizon, je ne sais plus, d'ici 5-10 ans. En gros, le marché des navettes autonomes, vraiment, ce que fait Navia aujourd'hui, ce serait d'être sur des bouts de ligne, en gros des bouts de ligne de bus, de rentabiliser des lignes qui ne sont pas rentables ou d'assurer des liaisons, je ne sais pas moi, entre des petits villages, vraiment être sur des segments où aujourd'hui, mettre des bus avec une personne qui conduit, ce n'est pas rentable. Ça, c'est le créneau actuel. Et en fait, le vrai potentiel de Navia, moi, je trouve qu'il n'est pas là.
et il est dans en fait tous les transports de biens. Parce qu'aujourd'hui, on parle de transport de personnes, mais la réalité, l'immense majorité des camions qui transportent des choses, ils ne transportent pas des personnes, ils transportent des biens. Ça peut être, je sais pas moi, transporter des marchandises, peu importe ce que vous mettez dessus. Et c'est là, en fait, le vrai potentiel de Navia. Et pour illustrer ça, en fait, Navia, concrètement, eux, ils ne veulent pas se spécialiser dans le transport de personnes. Ils ont un logiciel, mais qui peut s'adapter sur n'importe quel type, en théorie, de camion. Et dernièrement, en fait, c'est pas dernièrement, c'est même il y a plus d'1 an et demi, 2 ans, ils ont fait un partenariat avec Charlat. C'est une entreprise qu'on connaît généralement pas, mais pourtant c'est un des leaders, c'est un Français, c'est un des leaders des tracteurs de bagages pour aéroport. Donc la prochaine fois que vous irez dans un aéroport, bah, vous essaierez de regarder si c'est un Charlat ou l'autre concurrent, un grand concurrent, c'est un autre Français aussi. Mais grosso modo, ils ont automatisé ce petit tracteur et ce produit est presque prêt, hein. Je crois qu'il est en train d'obtenir un peu le marquage CE, c'est-à-dire qui validerait qu'il peut être sur le marché, je crois. Et ils sont en train de débuter la commercialisation, mais grosso modo, ils ont développé avec quelqu'un qui a fait le hardware, c'est-à-dire le tracteur. Eux, ils ont apporté, Navia a apporté sa technologie autonome et ils ont rendu automatique ce tracteur. Et il permet d'apporter des bagages à un avion, entre l'avion, enfin, en gros, dans l'aéroport, il permet de circuler dans l'aéroport d'une manière autonome. Et c'est là que réside en fait, c'est là l'immense marché et le potentiel de Navia, c'est dans les transports de marchandises. Alors là, je vous ai parlé juste d'un petit cas concret, c'est le transport de bagages pour les avions. Mais en fait, dans toutes les industries, il y a des tas de camions tous les jours qui se déplacent dans la même usine, hein, sans sortir de l'usine pour apporter des choses d'un point A à un point B. L'industrie des transports, en fait, il y a des tas, dans des mines, il y a des tas d'endroits où des tracteurs et une technologie autonome juste de niveau 4, en fait, ça pourrait être utile. Et c'est là, en fait, l'immense marché de Navia. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que quand on parle des navettes, c'est 50 000 unités. Quand on ajoute les tracteurs autonomes, vous arrivez peut-être à 100 000 unités. Mais quand vous ajoutez tous les véhicules de transport de biens où il peut y avoir un peu de technologie autonome de niveau 4, ben, on peut atteindre les 10 millions d'unités. Donc, de là à dire que Navia ne va pas capter entièrement le marché, mais Navia peut-être a ses chances de capter une partie de ce marché qui est immense dans les transports de biens et notamment avec sa technologie qui automatiserait une partie de ces transports de biens. Sur les partenariats aussi, je voulais évoquer celui qui a été signé assez récemment, le 19 avril, il me semble, Mmh. avec REE Automotive, un acteur israélien de la mobilité également, sur donc, le développement d'un système autonome de niveau 4. Qu'est-ce que tu pourrais également nous dire sur sur ce partenariat qui semble vraiment hyper important pour Navia? Ben, en fait, ça, c'est vrai que c'est le partenariat un peu de rêve, un peu. En fait, depuis qu'ils ont changé de stratégie, Navia, où ils font vraiment que le software, ben, ils se sont dit, nous, il faut qu'on trouve des partenaires qui ont du hardware, c'est-à-dire qui fabriquent des véhicules, et nous, on apporte juste notre technologie de conduite autonome. Et là, ils ont trouvé un partenaire israélien, et je vous invite à aller voir sur le site, hein, vous verrez, ils font des plateformes, c'est-à-dire un truc tout plat sur lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre une cabine pour transporter des gens, une cabine pour faire des livraisons Amazon, une cabine pour transporter je ne sais quoi des poubelles. Et ben, vous pouvez tout faire. Et en fait, ce partenariat, enfin, c'est exactement ce que cherchait à avoir Navia. Et ça a l'air d'être un acteur voilà, très en pointe là-dedans, très bien financé. Qui est coté en bourse en plus, hein, oui. Exactement, ils viennent de fusionner avec une SPAC Ouais, tout à fait. américaine, donc ils vont avoir encore plein d'argent. Et en fait, là, il n'y a plus qu'un, hein. Là, maintenant, ils ont écrit qu'ils allaient travailler ensemble. Bon, ben, OK, travaillez ensemble et faites-nous un véhicule qui soit bien. Parce qu'apparemment, en fait, leur plateforme, par rapport à ce qu'avait fait Navia et sa navette, qui était peut-être un peu limitée d'un point de vue technique, eux, ils ont vraiment des véhicules. Alors, il leur manque que le logiciel autonome, mais ils ont des véhicules qui vont à 100 km/h, qui ont des batteries, etc. C'est des plateformes pour véhicules et c'est vraiment le partenariat de rêve pour Navia, en En fait. parlant de vitesse, peut-être que bon là pour la petite blague, non parce que bon généralement voilà, les navettes Navia, j'avais pu voir qu'elles généralement elles roulaient à 15-20 km/h et généralement c'est ce qu'on critiquait hein, dans l'expérience usagée de ces navettes, c'est qu'elles étaient vraiment lentes. Donc bon, j'espère que ce partenariat peut-être les aidera à s'accélérer à Bah, ce niveau-là. en vrai, en plus, c'est souvent un petit sujet oui, de moquerie et je peux comprendre hein, Oui. quand on a des véhicules, on voit des trucs qui avancent à toute vitesse. Juste un petit point, je crois que j'avais vu récemment, en préparant cette vidéo avec toi, que les bus dans Paris circulaient en moyenne à 10 km/h. Et la Ah navette de mais Navia, la elle circulation va dans Paris, hein, pour ceux qui prennent les bus, hein, c'est vrai que c'est exactement, exactement. Et la navette de Navia va à 15 km/h maximum. Donc en théorie, évidemment, la navette de Navia, pour l'instant, enfin, avec son produit actuel, elle n'est pas adaptée à faire du transport sur autoroute à 130, mais elle est bien dans des environnements urbains. Je pense en plus c'est une technologie autonome, donc
Peut-être que les gens ils préfèrent que ça roule doucement plutôt que ça roule à vive allure pour l'instant. Bon, après, il y a encore le problème de la limitation du nombre de passagers, hein, qui Oui, limite le bien sûr. maximum de 11 par navette, alors qu'un vrai bus, voilà, c'est 100 à 200 passagers. Bien sûr. Mais Mais, bon, et au passage, dans ce cadre-là, tiens, j'en profite, un dernier partenariat qu'ils ont fait, c'est avec Bolloré. Et là, oui, ils ont fait un partenariat, c'était avant Bus, RE, pour automatiser un bus qui serait un peu plus long. Je crois qu'il peut transporter 12 personnes. Enfin, non, pardon, 12 mètres. Je ne sais plus, oui, voilà, c'est oui. exactement. Mais en gros, ce sera un bus plus grand que leur navette. Et évidemment, en fait, à terme, on peut imaginer que ils automatisent même un bus qui fait, je ne sais pas moi, 150 personnes. Donc, Oui. il n'y a plus qu'à, en fait, maintenant. On avait parlé aussi du financement. Donc là, récemment, il y a les résultats annuels 2020 qui sont sortis pour Navia. Et dedans, on avait notamment le chiffre du chiffre d'affaires qui avait baissé de 29%. De manière générale, qu'est-ce que tu retiens vraiment de cette publication? Le point, alors les ventes, évidemment, elles n'allaient pas être formidables parce que faut prendre en compte que l'année 2020, avec la crise du coronavirus, bon, même si le coronavirus, on va dire quel est l'impact sur Navia, les clients de Navia, c'est la plupart du temps des régies de transport. Et les régies de transport, les transports en commun, ça n'a pas été en 2020 l'année des transports en commun, hein. C'est plutôt tout le monde a évité les transports en commun. Donc, je pense que ça n'a pas été une année voilà, où ils ont concrétisé beaucoup de ventes. Ils en ont quand même fait un peu. Mais clairement, ce sera plus sur les années à venir. Enfin voilà, le temps qu'il y ait un peu une normalisation, que les gens reprennent leurs habitudes et que les régies de transport aussi retrouvent un peu des marges de financement. Mais disons que le chiffre d'affaires, on s'attendait à ce qu'il ne soit pas exceptionnel. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était qu'ils ont vraiment baissé leur consommation de cash. Et en fait, dans ces boîtes-là qui ne gagnent pas encore leur vie, c'est l'élément presque le plus important à regarder, c'est combien ils ont en trésorerie et combien ils peuvent tenir avec leur trésorerie compte tenu de leur consommation de cash. Et là, compte tenu de ce qu'ils ont, hein, je crois qu'ils ont publié qu'ils avaient une trésorerie de 25 millions d'euros, je crois, à fin C'est mars. ça. Ils en avaient un petit peu plus fin 2020, mais 25 millions à fin mars. Compte tenu de leur trésorerie, quoi, ils ont encore 2 à 3 ans disons, sans faire plus de ventes que maintenant, sans améliorer leurs chiffres. Ils ont encore 2 à 3 ans devant eux pour tenir. Donc, voilà, l'idéal, ce serait qu'ils arrivent à lancer un petit peu plus fortement la commercialisation de leur navette pour voilà, ne pas avoir besoin de faire encore une augmentation de capital. Parce que sinon, si jamais ils traînent, je sais pas, moi, la commercialisation, elle traîne de leur navette, ils n'arrivent pas à trouver des partenariats disons, qui s'autofinancent, le risque, c'est qu'ils fassent une nouvelle augmentation de capital. Donc, c'est le risque un petit peu de toutes ces boîtes-là qu'on appelle Oui, tout à généralement fait. des boîtes de R&D. Pour rester vraiment sur l'aspect fondamental qui est en plus donc ta spécialité, avec un ratio de capitalisation sur chiffre d'affaires supérieur à 10 pour l'année 2020, tu ne trouves pas que la valeur est assez fortement valorisée, surtout que bon, si on cherche à comparer, même si c'est toujours difficile, puisqu'il n'y a pas énormément de valeurs qui sont positionnées vraiment sur le même secteur, on peut tenter vraiment un peu de voir, de comparer avec Gossin, par exemple, qui pour le coup elle a un ratio de 4 pour la même année. Est-ce que donc par rapport à tous ces éléments-là, tu ne trouves pas que Navia est déjà survalorisé même? Alors, la valorisation pour toutes ces petites boîtes. Et au passage, Gossin, je la mettrais vraiment pas dans la même case que Navia, parce que évidemment, souvent elles sont mises sur le même plan, etc. Parce qu'elles sont sensiblement des fois sur des mots-clés similaires, la technologie Ouais. autonome, etc. Mais dans les faits, au passage, Gossin, c'est une entreprise industrielle, et ils ont un gros business industriel qui marche déjà, ils gagnent déjà de l'argent. C'est une entreprise qui n'est pas du tout dans le même, enfin, dans le même environnement que Navia, au même statut. Du coup, je pense que la valorisation, valoriser une entreprise comme Navia, c'est plus valoriser un potentiel que valoriser réellement un business pour ses bénéfices. Autant en Gossin, on peut valoriser d'une part ses bénéfices et d'une autre part son potentiel, parce qu'ils ont des produits quand même innovants, enfin ils essaient d'avoir des produits innovants. Autant Navia, il y a pratiquement que des produits très innovants et ils n'en sont pas encore au stade où ils gagnent suffisamment d'argent pour réellement se dire on va valoriser ce potentiel. Donc, ce qu'on peut juste te dire, c'est que la plupart des entreprises qui sont sur ce segment-là, et je comprends la frustration un peu des investisseurs français, hein, mais qui sont cotés aux États-Unis, ils valent des milliards, hein, alors Ouais. ils font peut-être moins de chiffre d'affaires que Navia, ils n'ont aucun produit qui est sorti sur des routes, ils n'ont que des produits expérimentaux qui roulent juste dans leur entrepôt, et ils valent des milliards. Vous avez Alors que là, Navia, c'est donc 100 millions de capitalisation, hein. C'est vrai que c'est e- assez impressionnant, mais ouais, Exactement. ça paraît Et en effrayant. fait, voilà, ça reste une petite entreprise dans le cadre européen. Euh, Disons que c'est très dur, en toute honnêteté, hein, de donner une vraie valorisation. Moi, la chose que je me dis, c'est juste que Navia, ils ont l'air d'avoir une technologie qui est meilleure, enfin, qui est bonne, qui est très bonne, qui est meilleure que la plupart des acteurs qui sont sur le même créneau, l'autonomie de niveau 4. Et
quand on regarde, voilà, enfin, quand je dis meilleur, c'est quand on regarde tous les concours qui sont à Dubaï, etc., pour différencier qui a la Las meilleure Vegas navette. aussi, ils avaient remporté. Ouais. Voilà, ils arrivent à gagner des C'est aussi. concours. L'autre point qui me donne un petit peu confiance dans leur technologie, c'est qu'ils sont très présents dans les pays asiatiques comme le Japon, la Corée, mais surtout le Japon. Le Japon, je sais pas, pour moi, c'est pas un pays qui est facile à pénétrer, hein. Quand vous êtes un Ouais. étranger français, vous arrivez avec votre technologie, peut-être pour des sacs à main de luxe, ça passe, mais pour des produits technologiques, une voiture, il faut avoir vraiment quelque chose à montrer. Et je trouve ça en fait pas anodin pour une petite boîte. Et pour Navia, pour se référencer à la valorisation, ben, on n'a pas vraiment d'éléments suffisamment. Si on se basait juste sur les chiffres, évidemment, ça vaudrait bien moins. Mais compte tenu du potentiel qui est voilà, énorme, du marché énorme que pourrait capter Navia. Et moi, je trouve que Navia envoie pas mal de signaux positifs, hein, entre déjà le début de la commercialisation qu'elle fait avec sa navette, alors qu'elle n'avance pas, qui n'est pas jolie, qui ne transporte pas beaucoup de monde, n'empêche qu'ils arrivent à se vendre un petit peu partout dans le monde et à faire des partenariats qui sont souvent des préventes, et en plus de ça, dans des pays qui ne sont pas évidents à pénétrer. Et en plus de ça, ils arrivent à le dernier partenariat avec REE. Moi, je trouve que c'est pas rien parce que ça a l'air d'être une des meilleures startups qui a l'air de faire du hardware pour les véhicules autonomes et qui choisissent Navia. J'ai pas fait l'éventail de tous leurs partenariats parce qu'ils font généralement des partenariats avec d'autres équipementiers ou constructeurs, mais je crois que c'est un des seuls partenariats avec quelqu'un qui fabrique un logiciel de véhicule autonome. Donc, moi, je sais pas, encore une fois, on ne peut pas se baser sur des éléments en disant ça y est, c'est gagné ou ça vaut rien. C'est un peu entre les deux et moi, je trouve que Navia envoie voilà, plein de signaux positifs pour dire qu'elle vaut quand même, à mon avis, bien plus que 100 millions d'euros. En plus, tu évoques le Japon, c'est vrai qu'en plus, on a aussi un peu ces rumeurs qui entourent Navia sur une éventuelle proximité avec SoftBank, qui pourrait même à terme la racheter. Bon, après, je ne sais pas ce que ça vaut, rumeur de Voilà, marché. donc c'est de la spéculation. Encore une fois, c'est un signal, c'est un petit signal, c'est des Des signaux signaux faibles, faibles, en ouais, fait. bien Exactement. sûr. Et en fait, Navia, elle est entourée de signaux faibles comme ça. C'est ça qui est assez, qui, je comprends, hein, qui doit frustrer beaucoup les investisseurs français, hein, et aucune entreprise, Gosin, ils n'ont pas signé avec SoftBank, EasyMile non plus. Et là, vous avez, oui, ils sont en partenariat avec SoftBank et c'est sûr que quand on voit ce qui est capable d'acheter SoftBank, des fois comme entreprise un peu nulle, pour des milliards d'euros et vous dites qu'ils ne sont pas capables de mettre 200 millions pour récupérer Navia. Donc je pense que, évidemment, c'est ça, il y a des signaux faibles de partout et je pense que ça demande juste du temps, que ça se concrétise. Dans ce domaine-là, on ne fait pas, notamment tous les partenariats qui se font, on s'engage pas généralement dans une technologie comme ça, aussi novatrice, sans avoir un petit peu des assurances, notamment l'assurance que ça marche bien, qu'il n'y a pas de risque, etc. Navia, elle n'est pas dans une configuration comme Tesla où elle peut se permettre de risquer un petit peu, de mettre des produits sur le marché qui ne sont pas encore totalement fiables. Navia aujourd'hui, ils transportent des gens et si jamais il y a un accident, vous imaginez le risque. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Ils avancent un petit peu trop lentement, mais voilà, c'est un petit peu le positionnement actuel de Navia. J'aimerais juste, avant que je passe à l'analyse technique, parler rapidement aussi du contexte de marché qui entoure Navia et Mhm. qui dernièrement nous renvoie aussi l'image d'une valeur plutôt malmenée. Alors pour plusieurs raisons, hein. On a tout d'abord voilà, des fonds d'investissement comme 360 Capital qui, encore actionnaire à 10% de Navia en janvier, grâce à, voilà, a vendu à plusieurs reprises et a réduit donc, sa position sur Navia. Donc le fonds en question n'est plus qu'actionnaire à 3,5%. Donc on pourrait se dire que voilà, avec des actionnaires qui sont là depuis, enfin, qui ont des grosses positions sur l'entreprise et qui se retirent progressivement, peut-être qu'ils ont perdu confiance aussi sur la valeur. Donc c'est un point qui interroge pas mal les investisseurs. À ça s'ajoute aussi la question et le problème en fait des ventes à découvert. Alors voilà, c'est pareil, on a d'autres fonds, je pense notamment à Voleon, qui short et qui a d'ailleurs récemment renforcé ses shorts sur Navia. Et donc, on a, voilà, d'une part, les fonds qui réduisent leur couverture sur Navia, d'autres qui augmentent leur vente à découvert. Et en plus de cela, on a une valeur qui est très prisée des particuliers. Donc, on a un peu cette force émotionnelle des investisseurs particuliers qui est un peu à double tranchant. C'est une valeur qui est voilà, très populaire, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense à Twitter. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me dire de tout ça? Est-ce que c'est vraiment des problèmes? Je pense notamment voilà, à ces ventes à découvert. Qu'est-ce que ça peut révéler sur les futures perspectives de l'action? Alors, tout d'abord sur 360, ça c'est le fonds, c'était un des fonds qui avait participé à la fondation de Navia.
il y a plus de 10 ans, hein, ils avaient participé, ceux qui avaient fait les levées de fonds avant que ce soit coté en bourse. Et en fait, il faut savoir que tous ces fonds-là, à un moment donné, ils doivent sortir parce qu'en fait, ils ont des fonds, un OPCVM, dans lequel il y a la participation de Navia. Et à un moment donné, ils doivent closer le fonds, ils doivent vendre Ouais. leur participation. Donc, c'était écrit d'avance ils peuvent pas rester pendant 15 ans. À un moment donné, ils auraient peut-être aimé sortir à un meilleur cours, hein, mais là, voilà, ils sont sortis. Je pense que c'est aussi bien parce qu'en fait, ça va redonner du flottant, ça va augmenter le flottant. Aujourd'hui, il y a deux actionnaires de référence de Navia, c'est Keolis et Valeo. Eux, ils sont là c'est pas des fonds d'investissement, ils sont là pour longtemps. Ils vont rester enfin, quand ils vendront, ça voudra peut-être dire que ils ont besoin de cash, mais franchement, vu les montants en jeu pour ces deux énormes boîtes, ils en ont vraiment pas besoin. Donc, je pense que c'est une épine c'est une épine pardon, du pied qui s'est enlevée de Navia. Et Ouais. c'est aussi bien, ça va ajouter du flottant, ça va libérer un peu du capital. L'autre point sur Voléon, les ventes à découvert, enfin, il n'y a pas trop lieu disons, de s'inquiéter, hein. Je crois que c'est le montant qui est shorté, je crois que c'est 1,5% du capital. Sur une capi de 100 millions d'euros, ça fait 1,5 million d'euros. Enfin, je veux dire, c'est de la rigolade, hein. Ça représente beaucoup, hein. Il ne faut pas négliger l'impact. En fait, ce qui est le plus important à retenir, c'est que Navia, c'est une petite capitalisation. Et déjà qu'avec les deux actionnaires, enfin les trois gros actionnaires un petit peu de long terme, il n'y a que 70% de flottant, donc 70 millions d'euros. Par-dessus ça, vous avez donc, en fait, c'est minuscule, hein, pour la bourse, hein, 70 millions d'euros. Ouais. Vous avez par-dessus ça beaucoup de particuliers et peut-être peu de gros investisseurs institutionnels. Donc tout ça fait que le titre peut être très volatile dans les deux sens, hein. Il peut faire 10% un jour, moins 10% le lendemain. En fait, moi, je trouve pas ça anormal. C'est souvent ça pour les petites boîtes, surtout les petites boîtes qui font des annonces en permanence sur soit des partenariats, soit des. J'en sais rien, ils ont des déceptions. On voit ça souvent dans les biotech, mais Navia, c'est un petit peu, peut avoir ce comportement boursier similaire. Et donc, pour moi, il n'y a pas de lieu d'inquiétude. La 360 est sortie, ça va libérer du capital. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer les étapes et on va dire à augmenter petit à petit la valorisation de Navia pour voilà, retrouver des marges de manœuvre et que le titre devienne on va dire, moins volatile. Ça passera voilà, quand l'entreprise gagnera un petit peu en importance en termes de valorisation. Alors, pour illustrer un peu toute notre conversation sur Navia, je vais donc procéder maintenant à l'analyse technique de l'action. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible et d'utiliser voilà, vraiment un minimum d'indicateurs techniques pour que mon graphique et mon analyse soient les plus lisibles possibles. Donc, on va revenir un peu dans le temps. On va revenir à l'introduction en bourse de Navia, qui a donc eu lieu fin juillet 2018, autour des 8 euros, comme vous pouvez le voir. Et une introduction en bourse qui a été vraisemblablement un échec, puisque sur la seconde partie de l'année 2018, ça a été une très forte dégringolade pour la valeur, qui est donc passée des 8 euros à 1,80 €, 1,70 € sur la fin de l'année 2018. Alors, comment est-ce qu'on pouvait expliquer cette baisse dans un premier temps? Probablement par des attentes qui devaient être beaucoup trop élevées et donc un dur retour à la réalité pour Navia. Il faut savoir qu'en plus, juste avant l'introduction en bourse, on avait eu une expérimentation dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, qui avait été plutôt ratée pour Navia. Donc on a eu cette descente aux enfers avec un cours qui est descendu aux abîmes et qui s'est ensuite, sur l'année 2019, plutôt stabilisé, ce qui n'a pas empêché à l'action de marquer un plus bas historique aux 50 centimes. Mais bon, dans l'ensemble, l'année 2019 a plutôt été celle de la stabilisation des cours. On a parlé de la transition de l'hardware au software pour Navia avec l'externalisation de la production des navettes. Donc tout ça a eu lieu en 2019 suite à l'arrivée du nouveau management, du nouveau PDG, Étienne Hermite, qui est toujours en poste depuis. Et le plus intéressant sur la valeur, c'est sur l'année 2020, et en particulier ici, si je zoome un petit peu, voilà, on va passer ici. Donc, le début de l'année 2020, elle était marquée par cette congestion sur les plus bas, hein, autour des 60-70 centimes. Congestion qui a été cassée avec des volumes historiques jamais atteints auparavant, qui ont permis au cours de prendre, là en 3 semaines, on est sur des bougies hebdomadaires, de passer voilà, de 70 centimes à 4 euros. Et ce mouvement haussier vraiment puissant avait en fait donné suite à l'annonce de la première expérimentation en autonomie complète de niveau 4 en juillet 2020, en partenariat avec Keolis sur le Centre national de tir sportif de Châteauroux. Donc c'est vraiment une nouvelle qui a permis à Navia de prendre une importance, une très grande importance sur la place de Paris. Et à partir de ce moment-là, la valeur est devenue d'ailleurs assez populaire. Moi, je suivais Navia avant cette annonce.
Après cette annonce, on a vraiment eu voilà, un fort engouement, que ce soit pour les analystes ou pour les particuliers, sur les réseaux sociaux notamment, on en a parlé, autour de Navia. Et donc, la deuxième partie de l'année 2020 a laissé place à une période de consolidation. Donc, on a corrigé dans un premier temps cet excès haussier. Voilà, les arbres ne montent jamais au ciel, comme on dit. Quand on a une action qui passe de 80 centimes à 4 euros, on a nécessairement une correction. Donc, on a eu une figure qui a été cassée ici à la baisse. Et donc, sur le reste de l'année 2020, on a eu une tendance haussière, toutefois, qui est restée en place, soutenue par cette oblique ascendante qui a été touchée à 5 ou 6 reprises, ici, vous voyez, mais qui a malheureusement été rompu en mars 2021. Donc là, 2021, on a finalement un retour un peu de l'incertitude autour de la valeur, une incertitude alimentée, je l'ai dit, hein, par des fonds qui se retirent, comme 360 Capital, ou d'autres qui renforcent leur position à découvert. Je vais passer en données journalières pour avoir un aperçu plus moyen, voire court terme de la valeur. Donc, vous voyez bien ici qu'on a cassé cette fameuse oblique fin mars 2021. Et généralement, quand on a une figure qui est construite si solidement de longue date, quand elle est cassée, eh bien, c'est plutôt un signal négatif. Donc, les cours ont ensuite baissé et sont venus en fait retester le niveau des 2,35 € que j'ai tracé ici en rouge, un niveau très important puisqu'il s'agit d'une zone de polarité, longtemps résistance. Elle est repassée récemment donc support. Et donc voilà, quand on observe finalement les obstacles et les points techniques essentiels à court terme à tenir pour Navia, il y a donc ce support des 2,35 €. On a vu qu'on l'a tenu, on a réussi à rebondir, ce qui est du coup plutôt positif. Donc dorénavant, maintenant, on se situe autour des 2,75 €. Donc les niveaux clés à tenir prochainement seront premièrement le niveau ici donc, des 2,80 €. On voit qu'on est en train de le titiller, hein. On l'avait déjà touché là, ici récemment. On est en train de le retester. C'est la deuxième fois en quelques jours. Donc pour relancer Navia, il faudrait donc, dans un premier temps tenir ce niveau technique des 2,80 € qui d'ailleurs se superpose à la moyenne mobile 200 périodes que j'ai tracée ici en violet. Je vous invite d'ailleurs à toujours la rajouter à vos graphiques puisqu'elle est très souvent bien respectée par le price action des actions. Donc on a, je l'ai dit, ce support à 2,80 €, cette moyenne mobile de 100 jours. Si on arrive à rester au-dessus, à mon sens, le plus important sera à court terme de réintégrer cette figure, donc de repasser au-dessus de l'oblique, ici que vous voyez, et également de franchir non seulement ce niveau ici en rouge à 3,50 €, et également cette oblique descendante ici qui avait contenu les trois anciens plus hauts sur voilà, la fin de l'année 2020. Donc, ce qui fait que pour relancer la forte dynamique haussière de Navia, il faudrait voilà, repasser au-dessus de l'oblique baissière, l'oblique haussière ici, de l'oblique baissière juste là, et du niveau de résistance en rouge à 3,50 €. Donc, on a vraiment un nombre important d'obstacles à franchir pour relancer de manière durable cette tendance haussière. Si on parvenait à la relancer, ce qui, à mon avis, pourrait avoir lieu grâce à des nouvelles annonces de partenariat. On a vu récemment l'annonce du partenariat avec Aero Automotive qui avait permis ensuite, dans les jours qui avaient suivi, à Navia de gagner plusieurs pourcents, même plusieurs dizaines de pourcents. Donc, ce qui va être important, c'est ce news flow positif de nouveaux partenariats pour relancer la dynamique et permettre à Navia à long terme de revenir autour, moi je viserais voilà, des 6 €, peut-être même au plus haut historique, donc au cours d'introduction à 8 €. Mais bon, ça c'est vraiment pour le long terme. Pour ce qui est du court terme, donc on a vu les objectifs à franchir pour relancer la dynamique haussière, mais il faut garder en tête qu'il y a également donc, un risque baissier sur la valeur, d'autant plus qu'on remarque que depuis le début de l'année 2021, l'action est peu prisée des investisseurs. Il faut savoir que Navia, ça reste une entreprise technologique. On a vu qu'on a eu des gros dégagements de capitaux sur les valeurs technologiques, avec une sorte de rotation sectorielle, un retour de la value qui pourrait donc être de mauvais augure pour Navia. Donc, pour vraiment faire, donc, voilà, je vous invite vraiment à surveiller ce niveau des 2,35 €. S'il venait à être brisé, on pourrait malheureusement avoir un rapide retour sur des niveaux beaucoup plus bas. Et le support que je constate ici, le premier support, c'est celui des 1,85 €. Donc, vous voyez, hein, on pourrait très rapidement perdre 20%, sachant qu'actuellement, on est même à 35% de ce support-là. Donc voilà finalement pour moi les niveaux
essentiels à tenir à court et moyen terme. Voilà, donc après, évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez d'autres interrogations autour du comportement de l'action. M'intrigue un peu, c'est ces volumes ici, vous voyez, très très forts et très rouges d'ailleurs, voilà, qui illustrent finalement cette incertitude avec notamment voilà, les fonds qui vendent à découvert. Donc tout ce bruit de marché qui est du mauvais bruit et qui fait souffrir l'action. Voilà donc, c'est tout pour l'analyse de Navia. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Et donc, à la fin de cette analyse, on arrive également à la fin de cette vidéo. Donc, Mathieu, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, voilà, pour ceux qui nous ont regardés, donc merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'hésitez pas également donc à liker la vidéo, mais également à nous poser toute autre question que vous pourriez avoir sur Navia. Le sujet était vaste. On a essayé d'aborder voilà, à peu près tous les points qui nous paraissaient essentiels. Mais bon, là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous. Et puis, donc, Mathieu, si tu avais quelque chose à dire encore Voilà, en bah guise de juste, conclusion. je te remercie pour l'invitation. Et puis, pour voilà, un dernier petit mot de la fin, c'est n'oubliez pas que Navia, c'est une valeur très risquée. C'est une valeur de R&D qui ne gagne pas encore sa vie, qui vaut moins de 100 millions d'euros, qui a une faible liquidité. Donc, ça ne doit pas constituer la principale ligne de votre portefeuille, hein. Ça reste une valeur très risquée. Il faut toujours l'avoir en tête ben, voilà, avant de vous positionner sur des valeurs qui sont voilà, très prometteuses. Mais il y a en face de très prometteuses, il y a aussi beaucoup de risques. Il y a encore beaucoup de choses à réussir avant que, disons, que ce potentiel se concrétise. Donc, faites vraiment attention à votre money management. Voilà. Merci beaucoup à tous et à bientôt. À bientôt.